Le contrat posthume. Mes mains tremblent en ouvrant l'enveloppe Kraft. Pas à cause de l'âge, j'ai 52 ans, pas 82. Elle tremble parce que je reconnais cette écriture. La mienne. Celle que j'avais il y a 25 ans, quand j'étais encore capable d'écrire des rapports de mission sans que l'encre bavette à cause de la sueur froide. L'enveloppe ne porte aucun timbre, aucune adresse d'expéditeur, juste mon nom griffonné à l'encre noire, Marc Dulac. Elle était coincée dans ma boîte aux lettres ce matin, entre les factures et les prospectus de supermarché. Une intrusion parfaitement banale dans ma vie parfaitement ordinaire. Suis plus le sniper d'élite qui terrorisait les Balkans dans les années 90. Aujourd'hui, je suis comptable dans une petite ville de province. Bédaine naissante, lunettes de lecture, calvitie qui s'étend comme une tache d'huile. Ma femme dit que je ressemble à un prof de maths à la retraite. Elle n'a pas tort. Pourtant, quand j'ouvre l'enveloppe, mes instincts d'autrefois se réveillent, brutalement. À l'intérieur, une photo 10-15, couleur, haute définition. L'image me glace le sang. Viktor Kozlov. Je le reconnais immédiatement malgré les années. Le même visage slave, les mêmes yeux gris acier, la même cicatrice en forme de croissant sur la joue gauche. Il porte exactement les mêmes vêtements. Que le jour où je l'ai tué, veste de cuir noir, chemise blanche ouverte sur une chaîne en or avec un pendentif orthodoxe. La photo a été prise la semaine dernière. Je le sais parce qu'on voit en arrière-plan le nouveau McDonald's de Prague, celui qui a ouvert le mois dernier. Kozlov sourit à l'appareil photo, comme s'il posait pour une carte postale de vacances. Une croix rouge a été tracée au feutre sur son front. J'ai tué Viktor Kozlov le 15 novembre 1999, d'une balle dans la tête, à 800 mètres de distance. Tir parfait, impact frontal. L'équipe au sol a confirmé l'élimination. J'ai même assisté à son enterrement. Enfin, à l'enterrement d'un cercueil qui était censé contenir son corps. Mes doigts trouvent automatiquement le téléphone. Je compose un numéro que je n'ai pas appelé depuis 10 ans. Bertrand, c'est Marc. Oui, Marc Dulac. Écoute, j'ai besoin que tu vérifies quelque chose pour moi. Bertrand Morel était mon officier de liaison à l'époque. Maintenant, il travaille pour une société de sécurité privée avec d'excellents contacts dans les services de renseignement. Si quelqu'un peut me dire si Viktor Kozlov est vraiment mort, c'est lui. La réponse arrive 3 heures plus tard. Marc, j'ai vérifié. Kozlov est bien mort en 99. Autopsie officielle, enterrement, certificat de décès. Mais il y a quelque chose de bizarre. Des témoins l'ont aperçu à Prague la semaine dernière. Plusieurs témoignages indépendants. Ils disent tous la même chose. Il n'a pas vieilli d'un jour. Je raccroche sans dire au revoir. Le lendemain matin, une nouvelle enveloppe m'attend, Elena Vasquez. Cette fois, c'est une femme brune d'une 40aine d'années, assise à la terrasse d'un café de Caracas. Elle porte la même robe rouge qu'elle, portée le jour où ma balle lui a traversé le cœur, en février 2001. Elle tient un journal dans ses mains. L'angle de la photo me permet de lire la une. Ancien sniper français retrouvé mort dans sa maison. Le journal est daté de demain. Mes mains ne tremblent plus. Elles sont parfaitement stables maintenant, comme autrefois quand je pressais la détente. L'instinct du prédateur reprend ses droits. Je monte au grenier et sors ma caisse d'armes de son cachette derrière les cartons de Noël. Le Remington 700 est toujours là, démonté, huilé, protégé dans sa mousse. Je l'assemble. En moins de 2 minutes. Mes gestes sont automatiques, gravés dans ma mémoire musculaire. La lunette de visée est parfaitement calibrée. Je n'ai jamais eu besoin de la réajuster. La 3e enveloppe arrive l'après-midi même. Ahmed Al-Rachid, Irak, 2003, tir 2, nuit, 1200 mètres. Conditions météo difficiles. Une de mes plus belles réussites techniques. Sur la photo, Ahmed se tient devant ma maison. Devant Emma, maison. On voit ma femme par la fenêtre de la cuisine, en train de préparer le dîner. Elle ne sait pas qu'elle est observée. Au dos de la photo, une note manuscrite de ma propre écriture. Elle fait un excellent café. Dommage. Je charge le Remington. 30 balles de calibre, 308, pointe creuse. Assez pour une petite guerre. Chérie, je dois partir quelques jours. Mission de comptabilité urgente. Ma femme me fait un signe distrait depuis l'évier. Après 22 ans de mariage, elle ne pose plus de questions sur mes déplacements professionnels. Elle ne sait rien de mon passé militaire. Pour elle, j'ai toujours été comptable. Je prends la voiture et roule vers Paris. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Une intuition, peut-être. Ou alors l'habitude.
À l'époque, tous nos briefings avaient lieu dans la capitale. La 4e enveloppe m'attend à la réception de mon hôtel, James Patterson. Cette fois, mon sang se fige complètement. Pas à cause de la photo, James, debout dans le hall de cet hôtel même, souriant à l'objectif. Non, ce qui me paralyse, c'est le nom. James Patterson était mon coéquipier en Somalie, en 2004. Un ami, un frère d'armes. Je l'ai tué par accident. C'était censé être une mission de routine, éliminer un chef de milice dans Mogadiscio. Mais les renseignements étaient faux. La cible était James, infiltré sous couverture. Quand j'ai pressé, la détente, il était trop tard pour annuler le tir. Dans mon rapport officiel, j'ai menti. J'ai écrit que James avait été tué par un sniper ennemi, que j'avais vengé sa mort en éliminant le tireur. Mensonge, mensonge pour sauver ma carrière et ma santé mentale. Au dos de la photo de James, toujours de ma propre écriture, les mensonges ont des jambes courtes, Marc. Je monte dans ma chambre et j'attends. Le fusil est posé sur le lit, prêt à servir. Mais pour la première fois depuis des jours, je ne sais pas qui je suis censé abattre. À 23h47, mon téléphone sonne. Salut Marc. La voix est la mienne, exactement la mienne, mais plus jeune, plus froide. La voix que j'avais à l'époque où tuer était mon métier. Tu te demandes ce qui se passe, pas vrai? Qui es-tu? Ma propre voix semble lointaine, étrangère. Je suis toi, le vrai toi, celui qui n'a jamais quitté le terrain, celui qui n'a jamais raccroché son fusil. Impossible. J'ai arrêté il y a 25 ans. Un rire glacial résonne dans l'écouteur. Mon rire. Tu n'as jamais arrêté, Marc. Tu as juste changé de méthode. Au lieu de tuer les corps, tu as tué ton âme. Tu t'es inventé une petite vie bien propre, une petite femme bien sage, un petit boulot bien tranquille. Tu as tué l'homme que tu étais vraiment. C'est faux. J'ai voulu une vie normale. Normale? Tu appelles ça normal de faire des cauchemars toutes les nuits depuis 25 ans, de sursauter chaque fois qu'une voiture pétarade, de vérifier 3 fois que ta porte est verrouillée avant de te coucher? Il a raison. J'ai beau me mentir, il a raison. Qu'est-ce que tu veux? Que tu finisses le travail. Ces 4-là, tu les as mal tués. Ils sont revenus pour te rappeler qui tu es vraiment. Ils sont morts. Je les ai vus mourir. Tu as vu leur corps mourir, mais leurs âmes sont restées attachées à toi, à nous. Nous sommes leur dernier lien avec le monde des vivants. La ligne grésille. Quand la voix reprend, elle semble plus proche, plus réelle. Regarde par la fenêtre, Marc. Je m'approche des rideaux et jette un coup d'œil dehors. Dans la rue, sous un réverbère, 4 silhouettes m'observent. Victor, Elena, Ahmed et James. Ils lèvent tous la main en même temps. Un salut militaire parfait. Ils t'attendent, Marc. Ils t'ont toujours attendu. Et si je refuse? Alors, ils resteront, pour l'éternité. Et ils commenceront à s'en prendre à ceux que tu aimes. Ta femme d'abord, puis tes voisins, puis tous ceux qui ont eu le malheur de croiser ta route. Je ferme les yeux. Quand je les rouvre, les 4 silhouettes ont disparu. Comment je dois faire? Comme avant. Un tir, une mort. Mais cette fois, tu utilises les vraies balles. Les vraies balles? Celles que j'ai laissées dans ta caisse. Les balles bénites. Celles qui tuent vraiment. Je retourne à ma caisse d'armes. Au fond, dans un compartiment que je n'avais jamais remarqué, se trouvent 4 balles d'un métal. Étrange, presque blanc. Elles portent des inscriptions en latin que je ne sais pas lire. D'où viennent ces balles? De moi, de nous, du tireur que nous n'aurions jamais dû cesser d'être. Le téléphone grésille de nouveau. Cette fois, quand la voix reprend, elle vient de derrière moi. Retourne-toi, Marc. Je me retourne lentement. Il est là. Moi, mais en uniforme militaire. 25 ans de moins, regard d'acier, corps athlétique. Il tient le même fusil que moi, mais le sien semble vivant, organique. Tu comprends maintenant? Non. Tu es mort il y a 25 ans, Marc. Mort au moment où tu as décidé d'arrêter de tuer. L'homme que tu es devenu, ce comptable pathétique, c'est juste un fantôme. Un mensonge que tu t'es raconté pour supporter la vérité. Mes jambes se dérobent. Je m'effondre sur le lit. La vérité? Tu n'as jamais quitté l'armée. Tu n'as jamais eu de femme. Tu n'as jamais été comptable. Tu es mort en mission en 1999, abattu par un sniper ennemi en Bosnie. Quelques secondes après,
Avoir tué Viktor Kozlov. Les souvenirs affluent d'un coup. La mission en Bosnie, le tir parfait sur Kozlov, puis la douleur fulgurante dans ma poitrine. Le goût du sang dans ma bouche. L'obscurité. Depuis 25 ans, tu erres entre les mondes. Tu as créé cette vie imaginaire pour éviter d'accepter ta mort. Mais les âmes de tes victimes t'ont retrouvé. Elles veulent que tu assumes ce que tu es, un tueur, pour l'éternité. Et si j'accepte, alors tu pourras enfin passer de l'autre côté. Nous pourrons tous passer de l'autre côté. Je regarde les 4 balles bénites. Dans la lumière de la lampe de chevet, elles semblent pulser comme des cœurs. Ces balles, elles vont les libérer, elles vont vous libérer tous, toi et tes victimes. Mais d'abord, tu dois les tuer. Une dernière fois, avec les vraies balles, celles qui tuent l'âme en même temps que le corps. Je charge le fusil avec la première balle. Viktor m'attend certainement quelque part dans l'hôtel. Et après avoir tué les 4, mon double militaire sourit. Un sourire triste et résigné. Après, tu retourneras l'arme contre toi. Avec la 5e balle, je fouille dans le compartiment secret. Effectivement, il y a une 5e balle, plus grande que les autres. Elle porte mon nom gravé en lettres d'or. C'est le prix à payer pour l'absolution, Marc. Tu dois mourir comme tu as vécu. En tirant, il disparaît dans un scintillement de lumière. Je reste seul avec mon fusil et mes 5 balles magiques. Dehors, Paris s'endort dans l'ignorance de ce qui va se jouer cette nuit. Je vérifie l'heure. Minuit pile. La chasse commence maintenant. Viktor m'attend dans le couloir du 3e étage. Il se tient immobile devant l'ascenseur, dos tourné. Quand il m'entend arriver, il se retourne lentement. Son visage est exactement comme dans mes souvenirs, mais ses yeux sont vides. 2 trous noirs dans lesquels je peux voir l'éternité. « Marc », dit-il de sa voix d'outre-tombe. « Il était temps. Je lève mon fusil. À cette distance, je ne peux pas le rater. Pourquoi êtes-vous revenu ? Pour te rappeler qui tu es, pour que tu assumes tes actes. J'ai assumé. J'ai arrêté de tuer. » Viktor secoue la tête tristement. « Tu n'as jamais arrêté, Marc. Tu continues à nous tuer, encore et encore, dans tes cauchemars. Tu nous condamnes à revivre notre mort chaque nuit. Nous sommes prisonniers de ta culpabilité. » Je presse la détente. La balle bénite traverse. Viktor de part en part. Cette fois, il ne tombe pas. Il se désintègre littéralement, comme une statue de sable dans le vent. Ces derniers mots résonnent dans le couloir vide. « Merci. » Elena m'attend dans le hall de l'hôtel. Elle est assise dans un fauteuil de velours rouge, les mains sagement posées sur ses genoux. Quand elle me voit descendre l'escalier avec mon fusil, elle sourit. « Tu as libéré Viktor ? » ?»« Oui. Il souffrait beaucoup, tu sais. Nous souffrons tous. Je sais. » « Mon tour maintenant ? » Je hoche la tête et lève mon arme. Elena ferme les yeux, sereine. « Adios, Marc. » La 2e balle la pulvérise. Instantanément. Comme Viktor, elle se dissout dans un nuage de poussière dorée qui scintille quelques secondes avant de disparaître. Ahmed a choisi la cave de l'hôtel pour m'attendre. Je le trouve assis en tailleur dans l'obscurité, en position de méditation. Ses lèvres bougent silencieusement. Il prie en arabe. Quand il termine sa prière, il ouvre les yeux et me regarde. « Assalamu alaikum, mon frère. Ahmed, tu as bien fait de revenir. Nous commencions à perdre espoir. Vous souffrez vraiment ? Imagine être coincé dans un cauchemar éternel. Imagine revivre ta mort chaque nuit, sans jamais pouvoir te réveiller. C'est notre existence depuis 25 ans. Je vise son front. Mes mains sont parfaitement stables. Je suis désolé. Ne le sois pas. Tu faisais ton travail. Nous faisions le nôtre. C'était la guerre. » La 3e balle l'expédie vers la paix éternelle. James est le plus difficile à trouver. Je fouille l'hôtel pendant 1 heure avant de le découvrir sur le toit, debout au bord de la corniche. Le vent fait claquer ses vêtements fantomatiques. « Salut, mon pote. »« James, je suis tellement désolé. » »« Tu n'as pas à l'être. C'était un accident. J'aurais dû dire la vérité dans mon rapport. Le mensonge était nécessaire. Tu as protégé nos familles, nos pensions. Tu as bien fait. » Il se retourne vers moi. Son visage est exactement comme, dans mes souvenirs, mais traversé d'une balle fantôme au milieu du front. « Mais maintenant, il faut que tu dises la vérité, à toi-même. Quelle vérité ? Que tu es mort avec nous. Que tout ce qui a suivi n'était qu'un rêve. » Je lève le fusil une dernière fois. James sourit et écarte les bras, accueillant la mort comme une libération.
On se retrouve de l'autre côté, frangin. La 4e balle bénite fait son œuvre. Je suis maintenant seul sur le toit de l'hôtel. Paris s'étend à mes pieds, indifférente à ma tragédie personnelle. Dans quelques heures, le soleil se lèvera sur une ville qui ne saura jamais qu'un tireur fou a libéré 4 âmes errantes dans la nuit. Je sors la 5e balle de ma poche. Elle est chaude, comme si elle venait de sortir du four. Mon nom gravé dessus scintille dans la lumière des réverbères. Je l'insère dans la chambre du fusil. Poser le canon contre ma tempe demande un effort surhumain. Mes instincts de survie hurlent, mais je sais que c'est nécessaire. C'est le prix de la rédemption. Mon doigt trouve la détente. Au revoir, comptable pathétique. Je murmure à mon reflet dans la vitre d'une lucarne. Puis je pense à ma femme imaginaire, à ma vie imaginaire, à tous ces mensonges rassurants que je me suis racontés pendant 25 ans. Il est temps de rentrer à la maison. Je presse la détente. On retrouve mon corps le lendemain matin, affalé sur le toit de l'hôtel. Mort depuis plusieurs heures, selon le médecin légiste. Cause du décès, arrêt cardiaque. Aucune trace de violence, aucune arme sur les lieux. L'enquête conclut à une mort naturelle. Stress professionnel, probablement. Les comptables sont surmenés de nos jours. Ma femme hérite de mes biens. Elle pleure beaucoup pendant l'enterrement. Tous nos voisins disent que j'étais un homme tranquille, sans histoire. Un bon mari, un bon comptable. Personne ne trouve jamais les archives militaires qui prouvent que Marc Dulac, tireur d'élite, est mort en Bosnie en 1999 parce que ces archives n'existent pas, parce que Marc Dulac, le comptable, n'a jamais existé. Et quelque part, dans l'au-delà, 5 soldats peuvent enfin reposer en paix.